Madame, Monsieur, merci de suivre ce magazine Kiosque de ce mercredi 30 août 2023. À l'affiche ce matin, Christian Molika sera face à Maïgardi Diana et Thierry Moukelekele. Madame, Monsieur, l'actualité en République démocratique du Congo ce matin, c'est notamment la convocation par la CENI de l'électorat pour la présidentielle qui est donc prévue le 1er septembre 2023. C'est donc dans 2 jours que la CENI va convoquer l'électorat pour la présidentielle. Il y a des conditions pour être candidat. Vous devez notamment posséder la nationalité congolaise, être âgé de 30 ans au moins, jouir de la plénitude de droits civils et politiques, avoir un diplôme d'état supérieur ou universitaire ou justifier une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique, avoir la qualité d'électeur ou se faire identifier, enrôler lors du dépôt de sa candidature. Nous allons donc analyser toutes ces conditions avec nos invités. À l'est de la République démocratique du Congo, à Goma, manifestation de mouvements de jeunes d'autodéfense les Ouazalendo dans la rue ce matin. Ils manifestent contre la MONUSCO. Analyser commentaire, c'est avec nos invités. Nous allons aussi revenir, il y aura le temps, avec la révocation des magistrats par le chef de l'État. Et puis, nous allons nous rendre au Gabon, où il y a eu coup d'État ce matin. L'armée a annoncé la dissolution des institutions et l'annulation du scrutin qui venait de se passer il y a quelques jours, où on a annoncé la réélection d'Ali Bongo. Encore une fois, merci de nous suivre. Christian Molika, bonjour. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. J'ai raté mon rendez-vous de lundi. J'étais appelé à d'autres tâches, notamment en termes de formation. Je profite peut-être de cette introduction pour un petit biscuit. Il y a un procès qui oppose l'ordre de médecins à un collectif de médecins sans ces noms, qui proviennent essentiellement des universités privées. L'ordre de médecins avait imposé que des tests soient organisés pour les médecins qui proviennent des établissements privés, ce qui, de notre point de vue, est discriminatoire, puisque autant le ministre de l'Enseignement supérieur signe les diplômes pour ceux qui viennent de l'établissement du circuit public, autant le même ministre valide les diplômes de ceux qui viennent du privé. Et donc, si l'ordre de médecins estime qu'il faut un concours pour accéder à la profession de médecin, cette démarche doit être impersonnelle et s'appliquer à tous les médecins et non pas à une catégorie, parce qu'ils proviendraient essentiellement des privés et qu'on jugerait le système non viable, ce qui serait une remise en question de ce que l'État lui-même donne, parce que l'État n'a jamais remis en question les diplômes donnés par les étudiants qui ont fini en médecine en privé. Donc ce procès, il y a eu un premier verdict, maintenant un appel. Moi je parle les autorités de l'État à jeter un coup d'œil sur ce procès-là, puisqu'il y a plus de 1000 médecins qui sont concernés par ce problème et ça crée des tensions inutiles qu'on peut vider. Il y a un procès entre qui et qui? Un procès entre le collectif de médecins qui n'ont pas reçu de ces normes, qui viennent essentiellement des établissements privés, et l'ordre de médecins qui a voulu organiser un concours, qui a déjà organisé un premier concours, où on demandait de payer 95 $ par participant pour passer ce concours avant d'obtenir ces normes. Ce qui est assez particulier, c'est que ça ne s'applique qu'aux étudiants ou aux médecins ayant fini dans les établissements dits privés et pas dans ceux qui ont fini dans le secteur public. Et ça crée une sorte de discrimination que vous dénoncez. Que nous dénonçons dans un pays où on veut l'égalité de tous devant la loi. Voilà. Merci Christian Molika. Alors, Maïgardi Diana, bonjour. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Bonjour aussi à ceux qui nous suivent ce matin. Alors Thierry Moukelekele, bonjour à vous. Bonjour madame, bonjour à mes co-débatteurs et bonjour à tous ceux-là qui sont branchés sur CCTV. C'est votre première participation à Kiosque? Non, j'ai participé à Kiosque il y a quand même quelques années avec Serge Kabongo. Oui. Et puis je suis rentré dans mon Katanga natal et j'ai eu des petits pépins judiciaires et me revoilà de retour. Voilà, nous vous accueillons. Merci encore, bien. Mais dans ce bâtiment, c'est la première fois d'arriver à ce bâtiment. Vous étiez qu'on était encore du côté de Forescom. Tout à fait, oui. Voilà. Alors je reste avec vous avec la situation du Gabon. Parce que c'est encore chaud, coup d'État au Gabon. C'est hier qu'on a annoncé les résultats de la présidentielle à Ali Bongo, malgré son état de santé. Voilà, il a été réélu 64%. 54%, voilà. Et aujourd'hui, un coup d'État, l'armée dit prendre les choses en main. Quelle est votre analyse?
Bien, la situation du Gabon, on était en train de la suivre parce que c'était une situation similaire aux autres situations des coups d'État. Quand vous êtes déjà pratiquement dans les réseaux sociaux du monde ouest africain, et même quand vous suivez les débats au niveau des chaînes européennes, pratiquement les chaînes françaises, il y avait déjà des remous-ménages. Et que Ali Bongo, son propre entourage n'était pas d'accord avec lui. Et quand vous lisez bien, Ali Bongo n'était pas au courant que ça venait de l'intérieur. J'ai suivi l'opposant gabonais. Et l'opposant gabonais était clair. Son opposant a dit clairement que si tu oses seulement te proclamer, c'est fini pour toi. Ça ne faisait pas 3 jours que l'opposant était passé. Il était prévenu. Il a prévenu. Et il lui a même dit que ne pense pas que les forces de sécurité sont de ton côté. Mais Ali Bongo a négligé cet aspect des choses. Et quand vous voyez ceux-là qui ont fait la déclaration, ce sont des gens qui n'attendaient que la proclamation. Parce que s'il n'y avait pas préparation de ce coup d'État, ça devait être une surprise. Mais ça a été fait mutatis mutandis. Quand on a proclamé seulement Ali Bongo président, le coup d'État s'est fait. Et les populations ont accompagné les putschistes. Parce que dans le fief d'Ali Bongo, dans son fief, là où il régnait, il y a eu contestation. Il y a eu une jeunesse qui s'est levée pour casser déjà les bureaux et les centres de vote dans son propre fief. Ça dit que lui devait comprendre les enjeux et jouer à l'apaisement, laisser faire que cet opposant prenne le pouvoir et qu'il reste dans le pays pour voir comment est-ce qu'on pouvait développer. Donc, quand vous suivez les analystes gabonais, les analystes maliens, nigériens, camerounais et surtout ivoiriens, tout laissait à croire qu'il devait y avoir quelque chose. Alors lui, pensant renforcer sa sécurité, alors qu'il a renforcé sa propre éviction. Parce que c'est sa sécurité encore qu'il a rejetée, comme au Mali, comme au Niger, comme au Nigeria. Donc partout où il y a eu ces coups d'État, c'est la sécurité présidentielle qui a agi. Alors c'est un message fort, ces coups d'État qui se répètent en Afrique pour ces présidents qui veulent s'éterniser au pouvoir. Bien, il y a ce que nous appelons la géoglobalisation. Dans la géoglobalisation, le monde occidental a voulu maintenir l'Afrique comme 100 ans avant. Mais avec le courant de Gorbatchev, le monde occidental a volé encore la liberté de l'Afrique. Parce que Gorbatchev nous a amené la liberté, que nous avions mal comprise en appelant à la démocratie. Et c'est cette démocratie qui nous a vilis encore. C'est parce que nous avions mal interprété Gorbatchev. Mais avec Poutine, Poutine change la donne. Dans cette globalisation, Poutine veut se constituer un deuxième monde. Donc Poutine refuse d'être dans une même case où l'impudicité devient gouvernementale, la pédophilie devient gouvernementale. Donc toutes les antivaleurs chrétiennes, orthodoxes, selon les gens de Poutine, on a institutionnalisé ça. Alors dans cette globalisation-là, Poutine a refusé. Et comme il a compris que l'Afrique gardait encore les cultures de nos ancêtres et la vieille église traditionnelle catholique africaine, c'est-à-dire les valeurs africaines, Poutine s'est rallié à l'Afrique. Et connaissant que les Africains en avaient marre, Poutine n'a utilisé que ce que les Occidentaux, principalement la France, négligeaient déjà, que l'éveil de la conscience de la jeunesse africaine est de partout. Quelle que soit la langue que vous utilisez aujourd'hui en Afrique, il y a ce goût-là d'un changement radical. Et le rejet pratiquement du monde occidental et des États-Unis. Ça dit que pour ceux-là qui lisent bien les signes des temps,
Tous ceux-là qui nous gèrent en Afrique doivent comprendre qu'il y a un changement qui arrive et il faut s'accommoder à ce changement pour ne pas recevoir le coup de fouet comme les Ali autres. Bongo. Oui. Alors, Christian Moleka, votre analyse aussi par rapport à la situation du Gabon? Je dirais qu'il y a deux facteurs à prendre en compte. Le premier facteur, c'est que vous avez un président qui a changé de constitution pour s'arracher un troisième mandat, qui a mis le pays dans les conditions de conflits électoraux. Parce que ce troisième mandat, il l'a obtenu au forceps au travers d'une modification constitutionnelle qui n'a pas été avalisée. Ensuite, qui lui-même est dans les conditions de capacité physique très contestables parce qu'il a échappé à une crise cardiaque. Beaucoup estimaient qu'il n'était pas dans les conditions, même dans sa famille politique, de continuer à diriger. Et il y a une sorte de statu quo qui veut continuer à garder l'influence. La famille Bongo, vous savez, c'est toute l'histoire du Gabon. Et donc, il veut garder le statu quo. Ensuite, vous avez un processus électoral qui est émaillé de beaucoup de contestations. Et il était très prévisible que face à la fébrilité du régime lui-même à l'intérieur, avec les contestations autour de sa santé, face à un processus électoral mené de manière assez contestée, une opposition qui avait levé du temps, il était prévisible qu'on puisse aboutir à de tels scénarios, d'autant plus que dans l'Afrique de l'Ouest, de plus en plus, on assiste au retour des putschs. Je crois que c'est le 4e ou 5e pays qui vient tomber sous les putschs, mais cette fois-ci lié à un processus électoral interne qui est contesté, qui est mal mené. Et donc, il était possible de gérer autrement ce processus électoral. D'ailleurs, le putsch est intervenu juste après qu'on ait proclamé la victoire du président Ali Bongo. Ce n'est pas anodin. C'est qu'il y a un lien entre ce qui se passe et les processus électoraux au Gabon. Et malheureusement, l'armée vient de prendre le pouvoir et de renverser, bon, c'est encore assez flou, mais officiellement de renverser toutes les institutions de la République. Voilà. Alors, Mike Gardi-Diana, vous également, votre analyse, c'est un message fort par rapport à ces présidents qui aiment s'éterniser au pouvoir. Ali Bongo, malgré son état de santé, il y a même quelqu'un qui a dit le matin, le cœur des autres présidents bat encore plus fort. Je crois que, à mon sens, c'est aussi une forme de rejet pour la continuité de la politique française sur le continent africain. Moi, je le disais depuis le départ, c'est l'effet domino. Quand ça commence quelque part, un peu à la manière du printemps arabe, ça finit par embraser l'ensemble de la zone. Mais ce qu'il faut dire vrai, c'est qu'un peu comme on peut le constater, la dynamique interne a joué un rôle très important. C'est-à-dire que quelques éléments qui pouvaient faire en sorte qu'on évite cette forme d'implosion sociale n'existaient plus. Le Gabon, depuis 3 ans, est dans une situation économique très difficile où la richesse s'est cristallisée entre les mains de quelques individus, le ras-le-bol de la population. Mais au-delà de ça, l'état physique, je pense que c'est un élément essentiel. On ne peut pas diriger un État comme le Gabon avec autant d'ambition, avec beaucoup de difficultés, beaucoup de défis à relever. Dans cet État-là, il n'a pas voulu entendre la voix en interne, et c'est ce qui est arrivé. Mais malheureusement, la question, c'est les gens qui lui ont promis monts et merveilles, comme d'habitude, la France. Jusque-là, j'ai beaucoup aimé le tweet de Jean-Luc Mélenchon. Un silence, je dirais, très coupable, dans le sens où, s'il a réussi à rester jusque-là, c'est parce qu'il y a eu des parrains qui ont voulu le maintenir jusque-là. Au-delà de ces soucis de pouvoir changer la Constitution, c'est justement parce qu'il avait la bénédiction, justement, de ces parrains traditionnels. Ils l'ont lâché alors aujourd'hui? Bon, en fait, c'est des gens qui ne se salissent pas les mains, ça c'est une certitude. Pour pouvoir rester au pouvoir, même dans le contexte africain, il faut beaucoup compter sur la dynamique interne. L'exemple, c'est Sassou Nguesso, juste à côté de nous, qui pratiquement restait la seule ou encore la plus grande marionnette de ce rapport France-Afrique. Attendons voir ce qui pourra lui arriver. Mais je ne souhaite pas le mal, mais bien que celui-là, en interne, continue à travailler efficacement et soigner la dynamique interne, notamment sur les questions d'ordre économique. Mais je sais que ça ne dure jamais éternellement. Maintenant, moi, ça ne m'étonne pas. C'est comme je l'ai dit au départ, pour moi, c'est un effet domino. Déjà avec le ras-le-bol exprimé par la plupart des États sous le bot ou encore sous l'hégémonie de la France, et que finalement, dans cet effet domino, le feu devait atteindre le Gabon. Et finalement, c'est arrivé. Maintenant, la crainte pour moi, c'est l'après-conflit. Vous savez, depuis qu'on a pris cette dynamique-là, où on a donné une sorte de plein pouvoir, où l'armée s'est érigée en redresseur de tort, les questions de développement qui doivent intervenir après continuent à poser des sérieux problèmes dans la plupart des États où on a vécu cette dynamique-là. La question, c'est qu'après, est-ce que cette politique de transition mise en place par le militaire pourra ramener les Gabons à
à son état initial, ça reste encore une vraie problématique à discuter. Mais en tout cas, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est le bonheur, mais aussi, encore une fois de plus, avec ce qui arrive généralement dans cette Afrique de l'Ouest. Il faut dire qu'il y a une forte remise en question du système démocratique tel qu'établi aujourd'hui. Sans pour autant apporter, je dirais, des vraies preuves sur le contexte électoral, on peut revenir sur la base. C'est qu'il y a eu une modification de la Constitution, oui, mais après il y a eu une expression en termes des suffrages. Est-ce qu'aujourd'hui, devant les cours des tribunaux, on était à mesure de pouvoir vivre un contentieux électoral capable de prouver à suffisance qu'il n'aurait pas mérité ces 54%? Nous n'en sommes pas arrivés là. Et ça, encore une fois de plus, je crois que ça a un coup qu'on porte sur cette dynamique, sur cet esprit, sur ces prismes démocratiques que les Africains ont pris. Et j'espère qu'après, on ne va pas subir la casse, parce que chez nous, quand les prérequis sont chamboulés, finalement, on entre dans un trou noir béant qui finit par faire ressurgir beaucoup d'antivaleurs, et surtout en matière de gestion politique dans les États. Voilà. Merci Maga. Un petit mot oui. pour paraphraser. La dynamique à laquelle il fait allusion, cette dynamique existe. Regardez les putschistes, ce sont les militaires de la même génération, formés par les Occidentaux, principalement par la France. Tous ces militaires-là que vous voyez. Et quand vous entrez dans leur vie, ce sont des militaires qui gardaient une certaine antipathie, une animosité vis-à-vis de la France. Quand vous suivez le jeune président de 35 ans, quand vous suivez ses paroles, et même Ibrahim, il vous rappelle que quand nous étions au front avec les militaires français, voici comment est-ce que ces gens se comportaient. Ça dit que déjà, cette junte-là, elle est déjà en Afrique, elle est déjà dans ces milieux qui a été fait grandir par les mêmes Européens. Alors aujourd'hui, quand Poutine arrive sur un terrain fertile, sur une terre fertile. Mais malheureusement, Poutine n'aura pas la tâche facile, parce que tous ces jeunes militaires ne sont plus manipulables. Voilà. Ça dit qu'au Gabon, nous espérons que le panafricanisme qu'on a vu dans les autres jeunes militaires, ça pourrait revenir. C'est que nous voulons que ces militaires accompagnent vraiment la population à retourner à l'ordre constitutionnel. Parce que les autres qu'on renverse, ils préfèrent l'ordre institutionnel que l'ordre constitutionnel. Eux-mêmes, ils ont perturbé l'ordre constitutionnel en boycottant la volonté populaire. Macky Sall a changé la constitution. Il a voulu faire un troisième mandat. L'autre a changé la constitution. Voilà. Eux, ils ont bougé l'ordre constitutionnel, mais la CEDEAO revendique que les ordres institutionnels soient maintenus. Non. Ça n'ira pas. À la vue où vont les choses. Alors, on parle juste d'une pour autre... clôturer sur le sujet, un petit commentaire. On va Moi, je clôturer. crois qu'en tant qu'Africains, nous devrions éviter de la naïveté. On n'est pas libre lorsqu'on change de maître. L'Afrique n'a besoin ni de la Russie ni de l'Europe. L'Afrique a besoin d'un destin propre qui est assumé par lui-même. Parce que les Russes ne viennent pas en Afrique parce qu'ils aiment les beaux yeux des Africains. Ils sont allés en Centrafrique, ils avaient besoin de l'or. Ils sont allés au Mali, ils avaient besoin de l'or. Pour se faire des réserves de dollars en prévision des sanctions américaines, permettre à leur économie de se dollariser. Donc il n'y a pas des bons et des mauvais, il y a ceux qui viennent parce qu'ils pensent avoir de l'influence sur l'Afrique. Il faut que les Africains apprennent à s'émanciper et à construire leur propre influence. Plutôt que de changer de zone d'influence, quitter l'influence occidentale pour tomber demain dans l'influence russe, ou peut-être chinoise ou je ne sais quoi, nous resterons toujours bons esclaves, même quand on change de maître. Dépendant. Je crois que moi, d'ailleurs, à mon sens, je ne sais pas à quel moment dans la situation du Gabon on va lier Poutine et la Russie directement, je ne sais pas comment, mais c'est vrai que quand vous parlez question d'influence, moi je pense plutôt qu'ici, c'est même pas question d'opportunité, c'est-à-dire que les gens exploitent le ras-le-bol interne. On a un ras-le-bol dans la méthodologie, dans le rapport avec nos partenaires traditionnels. Ça ne marche pas, cette forme de condescendance, cette forme d'asservissement. Mais après, lui parle de la naïveté, et moi je ne parle pas de la naïveté, je dirais permettez-moi d'être un peu plus dur, on fait de l'idiotie en fait. Ici, la question n'est pas question de voir. Dans le contexte géopolitique aujourd'hui, c'est-à-dire, on a ce qu'il nous faut pour pouvoir jouer une partition importante et prendre part justement à ces rapports de force qui puissent exister. Mais si on y va dans ces sens-là, si on est encore dans le débat de
l'ordre institutionnel, l'ordre constitutionnel, ok, c'est bien. Mais je pense, à mon sens, que c'est deux éléments qui se valent. Pour pouvoir arriver à l'ordre institutionnel, l'arc-boutant, c'est l'ordre constitutionnel. À la limite du possible, nous ne sommes pas encore... Je crois que ce n'est pas ça le vrai débat. Le vrai débat, c'est qu'aujourd'hui, on a un ras-le-bol d'un chef de l'État qui voulait s'éterniser. Ok. Mais après, vous vous établissez en organe de transition, ramenez-nous très vite, expliquez-nous, donnez-nous votre plan pour nous ramener dans cet ordre constitutionnel qui doit nous amener dans un ordre institutionnel légalement et légitimement constitué. C'est ça le problème. Après, eux-mêmes, les militaires s'éternisent et prennent le goût du pouvoir. Et à mon sens, ce n'est pas vraiment ça le changement. C'est la politique des hot talk que j'ai mis mettre. On mais il y a aussi quelqu'un derrière ça. Il y a une main noire. Mais après, la main noire. Oui, il y a une main noire derrière ça. C'est ce qui a relevé même Thierry. L'Afrique a toujours subi l'influence, soit directe, soit indirecte. Même aujourd'hui, quand M. Mukelekele parle de la Russie, j'y crois dans le contexte gabonais, c'est une influence indirecte. C'est une influence indirecte. Il n'y a pas un contact direct, il n'y a pas un rapport direct, il n'y a pas une partition jouée directement de la Russie dans ce qui est arrivé. La Russie va plutôt sauter sur l'occasion. Bénéficier autant exactement. Voilà. Donc, en gros, c'est nous. Nous changeons de sujet. Alors, on se rend à Goma. Je reste avec vous. Pour parler de la manifestation des Ouazalendo. Ce matin, ça chauffe là-bas. Les mouvements de jeunes, autodéfense, ils disent défendre la terre des ancêtres. Aujourd'hui, ils veulent repousser la MONUSCO, le départ de la MONUSCO. Quel est votre commentaire? La question de la MONUSCO a déjà été discutée, je crois, depuis belle lurette. Je crois qu'on est même entré dans un processus où il fallait effectivement parler, ou encore fallait s'engager dans une forme de retrait de la MONUSCO. La population de Goma a déjà plusieurs fois manifesté son ras-le-bol sur la MONUSCO, autant que nous autres qui voyons les choses de loin, et qu'on s'est rendu compte que dans le question de terrain, cette MONUSCO a pas apporté des résultats escomptés. Mais permettez-moi de poser une question d'opportunité. Aujourd'hui, c'est vrai, on veut parler de la MONUSCO, mais la force venue de nos pères de la sous-région, que les Congolais ont appelé de tous leurs vœux au regard des résultats et du contexte, qu'il fallait changer et que ces derniers devraient partir pour laisser place à une force qui aura un mandat un peu plus offensif. Est-ce que la population a un regard sur cette question? Est-ce que dans le contexte ici, l'opportunité c'est la MONUSCO ou réglons d'abord aussi ces pléthores de forces qui commencent à un petit peu vouloir prendre place dans la question sécuritaire au niveau de l'Est? Je veux dire quoi? Le départ de la MONUSCO ne changera pas la situation. Bon, c'est pas ça le vrai problème. Est-ce que cette MONUSCO est encore opérationnelle militairement? La MONUSCO a déjà compris, dans beaucoup de zones, c'est vrai, il y a des zones où encore l'action militaire de la MONUSCO est là dans la protection de civils, entre guillemets, mais cette MONUSCO-là, la plupart des grands contingents sont presque en burn. C'est des gens qui n'œuvrent plus parce que vous ne pouvez pas maintenir la paix sans le bénéficiaire de la paix. Cette population a déjà exprimé son refus catégorique vis-à-vis de l'action de la MONUSCO, et je crois que les différents discours du chef de l'État en dit long dans le rapport, le regard que les Congolais ont maintenant aujourd'hui. Mais moi, je pense qu'à ces stades ici, la grande priorité, c'est examiner de faute en comble la force de l'EAC qui est ici, qu'on avait donné un deadline pour pouvoir partir, qui, de manière unilatérale, décide de dire non, pour consolider les acquis, on préfère rester encore là. C'est quoi les acquis qui vont devoir consolider? Je me pose la même question que beaucoup de gens, mais je crois que à un certain moment, il faudra éviter les débats partiels. Je crois que la question des différentes forces qui viennent pour pouvoir intervenir dans la question de l'Est, on doit le prendre dans un sens global. Il faudra qu'on définisse. Si on veut aller évoquer les choses, la MONUSCO de l'autre côté, l'EAC de l'autre côté, et d'autres, la SADC qui doit arriver d'une manière ou d'une autre, on va de manière disparate. À ces stades-ci, je crois que c'est un contexte général. Il faudra qu'on l'analyse froidement et décidons directement. Quelle est l'option levée maintenant? Qu'il conteste contre la MONUSCO, pour moi, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je crois que le ras-le-bol a déjà été exprimé depuis beaucoup trop d'années, que ce soit par la population, repris également par les politiques et les différents acteurs ou encore forces vives. Mais maintenant, le problème, c'est que regardons la question de plus près, la question de manière globale. Je crois qu'il y a lieu de pouvoir, en interne, trouver une solution très rapidement. Si déjà, à ce niveau ici, on est capable d'être contredit par
la force à qui on a donné un délai, c'est sur notre sol. On a voulu, c'était de notre propre gré aussi, avec l'implication de nos pairs de la sous-région, qu'on a décidé de mettre en place cette force, et qu'après on s'est rendu compte que le commandement de cette force a décidé de faire évoluer son mandat unilatéralement, sans de manière factuelle en parler avec la République démocratique du Congo, ce qui a créé le ras-le-bol. Le chef de l'État a estimé, au nom des institutions, au nom de l'État, qu'il fallait mettre dehors cette force-là pour privilégier une force de la SADC qui viendra avec un mandat un peu plus offensif, et que ces derniers décident de nous demander un prolongement, au nom de quoi, pourquoi, je ne sais pas, et ça commence à faire un peu... Malgré les critiques que le chef d'État lui-même a apportées, même ça dernièrement en présence du président du Burundi. Exactement, je crois qu'il faut éviter ces jeux de dupes. Je crois que la question sécuritaire mérite d'être réfléchie globalement. Il faudra qu'on ne prenne pas des dossiers, on risque de se perdre pour rien. MONUSCO, prenons la question dans son sens global et définissons une stratégie définitive et choisissons quels sont les acteurs qui doivent nous accompagner de manière directe et de manière simple. Parce que c'est vrai, le ras-le-bol après risque d'amener une forme d'implosion interne et je n'ose pas imaginer cette implosion au niveau de la partie Est. Je ne suis pas sûr qu'on sera en mesure de gérer ce qui va se passer. Voilà, Thierry Mukelekele, les Ouazalendo manifestent. En ce moment-là, ils sont en train de manifester contre la MONUSCO. Bien, dans nos lignes médiatiques, nous avons décrypté certaines informations qui disaient qu'on venait d'arrêter 10 jeunes de Ouazalendo. Aujourd'hui? Non, il y a quelques jours, je crois 5 ou 6 jours. Les Ouazalendo, c'est qui? Ouazalendo veut dire, Zalendo veut dire patriote. Ouazalendo, les patriotes. Ce sont des jeunes qui résistent contre l'envahisseur. Mais le gouvernement ne se rend pas compte de cet aspect des choses. Et le gouvernement prend les Ouazalendo comme les autres mouvements négatifs, les groupes. Et puis, dans toute cette marmaille, il y a ce qu'on appelle les groupes de revendications armées et des groupes de rébellion qui se fondent, parce que jusque-là, il n'y a pas une rébellion qui se soit déclarée. Même le M23 n'est pas une rébellion. Le M23, c'est un mouvement de revendications. Parce qu'au sein du gouvernement, au sein de l'État congolais, au sein des institutions, les gens du M23 sont là. Ils étaient CNDP, RCD et tout et tout. Ça dit que le groupe qui était resté a continué à revendiquer. Vous ne pouvez pas avoir été promoteur d'un groupe et vous venez devant le président de la République, vous lui dites que ces gens-là sont en rébellion. Moi, je ne vois pas un seul élément des M23 qui est en rébellion contre Tshisekedi. Ils sont en rébellion contre leurs patrons qui sont dans les gouvernements et dans l'armée. Et c'est là qu'on est en train de flouer le chef de l'État. L'appel de Mouzé de 1998 à la jeunesse de résister contre l'envahisseur, c'est ce qui avait permis à Mouzé d'avoir invité SADC, tout ce qui se passe. Ça s'est passé entre 1998 et 1999. C'est du copier-coller. Mais le président n'a pas la bonne information. C'est pourquoi il est en train d'aller de ces erreurs. Les Ouazalendo viennent pour résister, pour que le président demeure président et qu'il change la politique. Mais ces groupes-là, ils viennent toujours comme ça, après ils vont s'émuer à autre chose. Hein. Non. C'est la confusion. Les Ouazalendo, ce n'est pas un mouvement insurrectionnel. Les Ouazalendo, c'est un groupe de résistance. Les Ouazalendo, ça résiste. Aux côtés des FARDC. Les Ouazalendo sont du côté des FARDC, même si des fois le gouvernement nie au niveau international. Non. Écoutez, le président n'a qu'à utiliser l'ordonnance de Mouzé Kabila de 1998, appelant, convoquant la population à la résistance et créant la force d'autodéfense populaire. C'est là où sont nés ces Ouazalendo, qui sont différents de ceux-là qu'on accuse dans le banditisme. Tout Maï-Maï n'est pas bandit. Ceux-là qui ont converti les Maï-Maï en bandits, ce sont les Occidentaux qui avaient besoin que la partie Est soit enflammée. C'est pourquoi on a mal utilisé. Du grand-père Pierre Moulele, les Maï-Maï sont là pour se battre pour les terres, les habitants des terres et les richesses protégées. C'est ça le vrai Maï-Maï.
Mais aujourd'hui, même nous, journalistes, nous passons à accuser les Maïmaï. Non. Tous ceux-là qui sont dans la partie Est ne sont pas Maïmaï. Et quand vous voyez, on arrête beaucoup de gens, dans leur identité, même dans les procès, ils ne connaissent même pas c'est quoi un Maïmaï. Tous ces gens-là. Donc le président doit avoir une bonne idée sur les différents groupes qui sont porteurs d'armes. Il y a des groupes d'autodéfense que Mouzé avait laissés, que lui, le chef de l'État, est censé récupérer et faire la différenciation avec les autres groupes. Alors, les revendications d'aujourd'hui. J'en viens. Je viens de la prison d'Endolo. J'ai fait 29 mois là-bas. J'ai vécu avec les Ouazalendo, les M23, les Codeco, tous ces gens-là qu'on a amenés de l'Est, ils sont ici à Kinshasa. Mais c'est que moi, je vais demander au chef de l'État, c'est de prêter oreille à ces jeunes qui sont en Ndolo. Il va comprendre ce qui se passe là-bas. On peut arrêter des vrais natifs du coin, on les amène à Kinshasa et la résistance n'y est pas et les FRDC continuent à perdre. Il y a des réalités qui se passent à l'Est. Les Ouazalendo, c'est un mouvement de résistance. Et les Ouazalendo ne sont pas tellement contre la MONUSCO. Ils sont contre l'EAC parce qu'ils estiment que l'EAC vient encourager et imposer le M23 qui a d'autres revendications que les revendications ou les conflits de terres. Parce que la différence entre les Ouazalendo et les autres, eux, ils sont dans des conflits de terres. Ils résistent pour qu'on leur arrache pas leur terre. Mais tandis que les autres sont des bandits des grands chemins, ils volent les minéraux, ils violent, ils font ceci. Ceux-là doivent être traités comme tels, comme des bandits. Mais on ne doit pas prendre les Ouazalendo, les mélanger aux autres groupes porteurs d'armes, non. Ou les mélanger au M23. On sent que le Sud Kivu est menacé. Mais qui doivent bloquer l'avancée de ces gens vers le Sud Kivu? Ce sont des mouvements de résistance. Et le président lui-même a fait appel à la jeunesse qu'elle soit vigilante. Mais comment est-ce que la jeunesse devra être vigilante si elle n'est pas ouverte? Mais ce que nous plaignons, ce sont les morts. Des dérapages aussi, voilà, c'est ce que j'allais dire. Oui, Organisé, mais au risque de dérapage. Oui. Les dérapages ne sont pas meilleurs pour notre sécurité. Donc, voilà un peu, si nous devons comprendre cet aspect des choses, nous devons nous dire que les mouvements de résistance aident le gouvernement. Mais le gouvernement doit encadrer officiellement ces mouvements de résistance pour que ces jeunes se sentent en sécurité par rapport au gouvernement. Madame, vous allez vous rappeler sur ce plateau et cette date, même si la SADC arrivait, si nous, la jeunesse du Congo, nous ne faisons pas résistance à cette affaire, à cette histoire de choses, nous connaîtrons des problèmes. Et le vrai problème, ceux-là qui défendent à l'Est, les gens dans le M23, ceux-là qui défendent à l'Est, dans le M23, il y a des Congolais. Qu'on ne veut pas dire au chef de l'État qu'il y a des Congolais. Ok. Merci Thierry Makelekele. Alors, Makelekele, Christian Moleka, votre analyse. Madame, moi je crois qu'il y a des choses qui ont été dites ici qu'il faudrait vraiment évacuer. L'État ne sous-traite pas les missions régaliennes à des forces privées. Ça veut dire, nous sommes en train de dire que l'État congolais s'est liquéfié et n'a plus les capacités d'exercer ce qu'on appelle le monopole de la violence. Et que l'État maintenant doit partager les monopoles de la violence avec des milices privées qui n'ont pas les mêmes conceptions globales des enjeux du pays, mais un enjeu local lié aux questions communautaires et du territoire, au sens des terroirs, pas du territoire national, et que la question du terroir, qui est un enjeu local, s'intrigue avec les enjeux du territoire, qui est une question nationale. Et on doit laisser cette question de sécurité nationale entre ceux qui veulent régler les problèmes locaux du terroir. Ça ne s'est fait dans aucun pays du monde. C'est la preuve, permettez. C'est la preuve. Attends, vous aurez la réponse. C'est la preuve que notre État, comme appareil régalien, c'est liquéfié. Cette histoire de mouvement Maï-Maï, milice,
a commencé depuis très longtemps. Lorsque l'armée rwandaise traversait en 1994, le régime Mobutu a fait la même chose en prenant les jeunes au niveau local, que ce soit au niveau des jeunes des Bembe, que ce soit au niveau des Bafulero. Vous connaissez tous les massacres qu'il y a eu à l'Est, comment on a organisé les forces locales pour résister à l'entrée des armées étrangères dans notre pays. Cette histoire s'est instituée à telle en sorte qu'aujourd'hui, nous avons des milices locales qui sont tous déployés. Et l'État ne peut pas se traiter. L'enjeu aujourd'hui, c'est lequel? C'est que depuis un certain temps, il y a des sanctions qui sont en train de tomber. Des sanctions qui visent à la fois des officiers rwandais, mais également des officiers congolais qu'on dit soutenir des milices locales, y compris Ouazalendo. Les tout derniers rapports des Nations Unies indexent les milices locales comme une partie du problème, notamment les Ouazalendo. Et donc Kinshasa, aujourd'hui, n'a plus les mêmes libertés qu'hier à sous-traiter par les mouvements armés. Parce que ce qu'on ne se dit pas, c'est que ces groupes armés qui combattent les M23, où est-ce qu'ils trouvent les armes? Ils sont trop sous-traités par des officiels congolais, beaucoup des rapports l'ont attesté, et servent de supplétifs là où l'armée n'arrive pas à se battre. Et donc maintenant qu'il y a des sanctions qui commencent à venir, certains reculent, et ces mouvements se retrouvent presque abandonnés. Cette histoire d'arrêter des jeunes, c'est de donner des signaux du genre, nous ne sommes pas avec eux, nous nous sommes distancés d'eux, et voilà pourquoi aujourd'hui ils manifestent, parce qu'ils ont été utilisés comme supplétifs là où l'armée régulière ne pouvait pas arriver, pour combattre les M23. C'est cela l'évidence du terrain. Mais nous ne pouvons pas continuer avec ce genre de supplétifs, il faut faire monter en puissance l'armée. Lorsque le président a dit que les jeunes s'engagent, le président a appelé les jeunes à s'engager dans l'armée congolaise, pas dans les mouvements armés. Que les jeunes rejoignent l'armée nationale, qu'ils prennent les tenues de la République et qu'ils se battent pour la République. Cette histoire des groupes armés, il y a un mécanisme pour eux, ça s'appelle le DDR. Tous doivent rejoindre les mécanismes des DDR, déposer les armes et laisser à l'État, et à l'État seul, le monopole de la violence sur la République. Parce que oui, il y a ces mouvements armés, ces mouvements milices, Bembe notamment, qui ont joué un grand rôle dans le blocus du mouvement de l'armée rwandaise à l'Est, qu'il s'agisse de la Première Guerre ou de la Deuxième Guerre. C'est vrai. Il y a eu beaucoup de milices locaux qui ont participé à endiguer l'entrée rwandaise en 1998 et en 1996. C'est vrai. Mais ce sont des faits. Ils ne peuvent pas s'institutionnaliser. Ce qui doit s'institutionnaliser, c'est l'État. C'est le retour de l'État. Et on ne peut pas continuer à laisser, plutôt que de renforcer l'État, à laisser cette violence privée aux autres acteurs privés. Ça ne peut pas se faire. Travaillons à refonder l'armée nationale, à donner les moyens à l'État pour que l'État seul exerce le monopole des violences sur l'ensemble de la République. L'enjeu aujourd'hui pour les Ouazalendo, c'est une forme de distanciation qui se met en place avec certains officiels du côté de Kinshasa, parce qu'il y a des menaces de sanctions qui sont tombées déjà du côté rwandais et qui sont censées tomber côté congolaise, parce qu'on reproche à des officiers de se rapprocher des milices, y compris de, bon, entre guillemets, FDLR FOCA, qui seraient soutenus par certains officiers de l'autre côté. Et donc, ce menace de sanctions fait qu'aujourd'hui, ils sont presque, je ne dirais pas à l'abandon, mais on prend distance avec eux, et donc, pour des raisons de suivi personnel, ils sont en train de protester. Mais moi, je crois que le fond du problème, c'est l'État. On ne peut pas laisser... C'est pas parce qu'ils sont en vie et alors ils se prennent en charge en tant que population. La population n'a pas à se prendre en charge. La population n'a pas à se prendre en charge. C'est l'État qui prend en charge la sécurité. Si l'État veut développer des systèmes territoriaux de défense, c'est pas comme ça. On ne peut pas, comment je peux dire, légitimer les milices. Sinon, on va légitimer Mobundo. On ne peut pas légitimer les milices. Dans un État qui se veut sérieux, rationnel, on ne peut pas. C'est l'État seul. Et même quand l'État accepte de prendre des forces privées, même dans les modèles américains, ces forces privées, c'est généralement des militaires qui sont à la retraite, qui sont organisés en corps, hein, en Wagner par exemple, et qui viennent en supplétif de l'armée. C'est très différent des mouvements locaux qui, et j'insiste sur le mot, qui luttent pour le terroir. Le terroir, c'est quoi? Ça, c'est la terre des Babembe. Ça, c'est la terre des Bafulero. Ça, c'est la terre des Banande. Ça, c'est la terre des Bahavu. Ça, c'est l'enjeu local. Cette guerre locale, cette question communautariste, est un sérieux problème de vivre ensemble pour nous. Ça, ce sont des enjeux locaux. Or, l'armée nationale n'est pas dans les enjeux locaux du genre protéger les Bembe contre les Bafuleurs ou ainsi de suite. L'armée nationale est dans les enjeux du territoire, protéger l'ensemble du territoire face à une agression. Donc nous sommes dans deux dynamiques opposées, dans deux dynamiques qui sont opposées.
Et le fait d'utiliser les milices locales peut participer également à accentuer les conflits communautaires que nous avons déjà. Et tout le monde sait, que ce soit en Ituri, au Sud Kivu ou au Nord Kivu, les conflits communautaires, c'est un puzzle qui peut exploser à n'importe quel moment. Et donc commencer à jouer sur les éléments communautaires, c'est embraser encore la région. L'élément centralisateur, c'est l'armée républicaine. On l'appelle républicaine parce qu'à l'intérieur, il y a tous les fils du pays. Et ils ne se battent que pour la République et pas pour des enjeux locaux. Voilà. Maïgar, Didiane. Ben, je crois que je ne veux pas revenir sur la proportion des enjeux à ces niveaux-là. Je pense aussi maladroit de donner cette forme de connotation au mouvement du M23. Je ne pense pas que la légitimation d'un mouvement rebelle, je n'ai pas peur de le dire ainsi, ne viendrait que parce qu'il y a des sujets congolais en interne. Je ne pense pas. Et je ne veux pas qu'ici les gens retiennent une forme de définition évoluée du mouvement du M23. C'est un mouvement rebelle, aujourd'hui défendu bec et ongle par Kagame. Ce n'est un secret de polichinelle dans les différents salons, dans les différents rapports, même dans les discussions au niveau de la sous-région. Nous le savons tous. Je ne peux pas comprendre qu'un mouvement, dit autrefois d'autodéfense, qui vient combattre le Rwanda, qui tue en RDC, qui exige des choses en RDC, et qui bénéficie du soutien de cet État qui sont censés combattre. Permettez-moi, ça c'est un élément que aucun de Congolais n'a pas besoin d'aller à Sorbonne pour comprendre ça. Maintenant, sur la question des enjeux, je ne vois même pas pourquoi on est revenu longuement sur l'historique de Ouazalendo. Parce que, en gros, la genèse des différents mouvements d'autodéfense, nous le connaissons. Et moi, je n'irai pas dans les futurs. Je dis aujourd'hui, s'il y a cette forme de résurgence de conflits d'ordre communautaire, c'est justement ça. Parce que dans la stratégie, dans la question d'ordre sécuritaire, la dimension communautariste a pris le pas. Et c'est ce qui rend complexe et difficile la gestion. Et je ne pense pas que le chef de l'État ne soit pas informé. Je ne pense pas. Ce n'est pas le fait d'écouter les quelques jeunes, oui, nous connaissons comment ça se passe, qui sont à Ndolo, qui lui donnera certainement quelques éléments supplémentaires d'information. Mais cela n'exempte pas le fait que les différents rapports, je parle sous le contrôle de Christian Moleka ici, les différents rapports des différentes commissions, les détails de la réalité de cette situation sécuritaire sont sur sa table. Et aujourd'hui, qu'on revienne. Par exemple, quand on parle du Ouazalendo, le Ouazalendo combat plutôt la SADC et pas la MONUSCO. Mais pourquoi aller revendiquer le départ de la MONUSCO si vous ne combattez pas la MONUSCO? C'est un paradoxe. Je comprends les enjeux tels que définis par Christian, ça veut dire que c'est une forme de rétractation dans la mesure où il y a des sanctions qui sont en train de tomber et qu'on aurait commis des forfaits. Cette fois-là, on veut se donner bonne conscience et bonne image. Ou encore, il y a des dissensions en interne, il y a ceux qui ne sont pas pour la dynamique d'autrefois et ils décident de se mettre à la lumière du jour pour changer de connotation du mouvement. Mais, ma foi, on ne peut pas se dédouaner de sa responsabilité aussi facilement que ça. Moi, je pense à la limite du possible. On a une certaine considération de mouvement d'autodéfense. C'est vrai, mais interviennent, quelle est la place de la vérité judiciaire dans tout ça? Quelle est la place de la vérité judiciaire? Parce que si on veut aller dans cette forme d'institutionnalisation, ça veut dire qu'on comprendrait, bon, un peu comme on peut dire dans dommages collatéraux, il y a eu 2, 3, 4, 5 morts, ok, oui, mais la cause était noble. Quelle est la dimension judiciaire dans tout ça? À la limite près, on sait qu'il y a une forme de fragilité de la part de l'appareil sécuritaire de l'État dans la gestion de cette question de l'Est, mais n'enfonçons pas jusqu'à tomber dans ces trous noirs-là où l'État aurait catégoriquement démissionné, c'est le mot qu'il faut utiliser, pour laisser la place à des groupuscules d'individus d'autodéfense. C'est pas ça. Les mécanismes territoriaux de sécurité dont on parle ici, les supplétifs que l'État avait trouvés, c'est justement ça, la présence de contingents de la MONUSCO dans différentes zones pour pouvoir suppléer à l'insuffisance de l'État. L'État n'a jamais levé l'option de mouvement, des groupuscules de mouvements non en règle, pour pouvoir assurer la continuité de la sécurité dans les espaces de l'État. Donc je crois que ce n'est pas ça. Il ne faudra pas ici, la réalité, c'est que le M23 n'est pas un mouvement d'autodéfense, non. Il y a des éléments, il y a des gens qui sont venus des mouvements d'autodéfense qui sont dans le M23, mais le M23 n'est pas un mouvement d'autodéfense.
Il y a le Rwanda derrière le M23. Le M23 ne peut pas être un mouvement d'autodéfense. Voilà, Je pense que jamais. Juste un mot et ça sera la fin. Juste un mot. Je pense que moi, je n'ai pas dit que le M23, c'est un mouvement d'autodéfense. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que le M23, c'est un mouvement de revendication. Parce que le RCD est dans le gouvernement, le CNDP est dans le gouvernement et dans l'union sacrée. Ça dit qu'il y a des gens qui ont laissé les leurs et qui continuent. Le monsieur qui est au comment on appelle PDR, c'est quelque chose comme ça. Tommy Tamboué. Tommy Tamboué. Il vient du mouvement M23. APLC. Donc, écoutez, nous disons ceci. Le président de la République doit faire break un moment avec tout ce qu'on lui a dit. Il faut parler avec cette petite population qui va lui donner la vraie information. Vous savez, à Kinshasa, les gens ne comprennent pas les enjeux. J'ai fini parce que tout se traite à Kinshasa et on les renvoie là-bas. Mais ceux-là qui réagissent là-bas ne sont pas écoutés par Kinshasa. C'est ce que moi j'ai demandé au chef de l'État, c'est d'écouter ces gens qui vivent en bas pour comprendre tout ce qui se passe. C'est une mauvaise perception de la sécurité et c'est dangereux en haut. si on construit une perception. Kinshasa ne fonctionne pas. Ce discours, ça s'entretient de plus en plus et qui est en train malicieusement de gagner le pas dans de construire une sorte de sécession vis-à-vis du centre qui est Kinshasa. Qu'ils ne sont pas écoutés. Il y a des régions militaires, il y a des REDOC, il y a des gouverneurs militaires, il y a des commandants d'unités souterrains qui font rapport. Ne pensez pas que l'État fonctionne comme... Permettez, l'État ne fonctionne pas comme découpé. Ça fait 2 ans que le président n'a pas la réalité. Il y a des choix politiques. Il n'a pas la réalité. Il y a des choix stratégiques qui ont été faits à Kinshasa qui n'ont pas donné de bons résultats. Moi, je suis d'accord sur ce point-là. Qu'il y a de mauvais choix stratégiques qui ont été pris en place. Par exemple, faire entrer l'EAC n'était pas un bon choix stratégique. Je suis d'accord sur ce point de vue-là. Mais est-ce pour autant qu'il faut privatiser la violence? Pas non, privatiser, je ne suis non. pas d'accord sur Non. cette approche-là. Moi, je pense que la solution, c'est l'État. Malheureusement, si on peut avoir une émission, parce que les investigations, le journalisme d'investigation, malheureusement, nous renseigne des choses. Et que Kinshasa doit comprendre ce qui se passe sur le terrain. Je crois que Kinshasa connaît ce qui se passe. Les erreurs sont stratégiques. Pas en termes de capacité d'information. Il y a de services de l'État qui placent sous l'état de siège qui font rapport. Pourquoi on arrête les autorités locales? Merci Moleka, merci Mukelekele. Merci à vous, fidèles téléspectateurs et auditeurs de kiosque. Nous nous retrouvons vendredi. Demain, vous serez avec Eddy pour nous dire avec le même plaisir. Au revoir.